Hello les investisseurs minimalistes, j'espère que vous avez la super forme. Et que ferais-je si je devais tout recommencer de zéro? C'est-à-dire du niveau le plus bas, entre guillemets, avec 0 euros, aucune connaissance en investissement. Quelle est la voie que j'emprunterai pour éviter de faire des erreurs? Et les erreurs, on en fait tous quand on débute. Mais le problème de tout ça, c'est que quand on accumule les erreurs, eh bien, on perd du temps. Et forcément, on perd des résultats financiers, on perd de la performance à long terme et on peut finir finalement par ne pas atteindre ses objectifs financiers. Et je trouve les rétrospectives toujours très intéressantes parce qu'on peut vraiment voir ce qui a marché pour tel ou tel investisseur, ce qui n'a pas marché et de s'inspirer de ça pour affiner sa stratégie et faire les meilleurs choix pour développer au maximum son patrimoine financier. Alors je tiens à préciser, le but, ce n'est pas de parler uniquement de moi, de dire ouais, moi j'ai fait ci, j'ai fait ça, je suis le meilleur et compagnie. Non, c'est vraiment de vous montrer les pièges dans lesquels je suis tombé avec toujours des solutions pour vous mettre directement sur les bons rails. Et peu importe ton âge finalement, que tu aies 15 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans, 35 ans, car même 40, 45, il y a même des personnes qui ont plus de 60 ans qui m'écoutent, eh bien ça vous donnera des idées pour tracer tout droit vers la liberté financière. Et pour celles et ceux qui se demandent mais pourquoi est-ce que tu fais pousser ta barbe, bah, tout simplement parce que je ne gagne pas un seul match de tennis en ce moment et j'ai une petite tradition, une petite habitude, c'est que quand je gagne pas un match, je laisse ma barbe pousser jusqu'à avoir de nouvelles victoires significatives. Voilà, c'était pour la petite parenthèse. Et si je devais recommencer de zéro, que ferais-je? On va traiter cette question en 5 points qui vont être hyper intéressants, vous allez voir. Le premier, ce serait que si je devais recommencer de zéro, je m'éduquerais financièrement beaucoup plus tôt. Et cette rubrique, je vais la traiter en deux phases. C'est-à-dire la première phase, je pense qu'avant 15 ans, ce n'est pas nécessaire de s'éduquer financièrement, du moins comme on le fait sur cette chaîne. Alors oui, il faut avoir des notions de budget, avoir une tirelire, être sensibilisé aux notions d'épargne, mettre des sous de côté. Tous les sous que tu reçois de tes anniversaires à Noël, ben, tu les mets de côté. Ça permet déjà d'être discipliné. Après, pour tout ce qui est notions techniques, investir sur des SCPI, des actions individuelles, des ETF, c'est trop tôt. C'est-à-dire que si tu apprends à l'âge de 10 ans à investir directement sur des actions individuelles, que tu fais de l'analyse fondamentale dans ta chambre d'enfant, voilà, c'est beaucoup trop tôt et tu risques d'être un peu catalogué comme le weirdo de ta classe. Donc avant 15 ans, je ne recommande pas d'aller trop dans la profondeur, de rester voilà, vague avec la petite tirelire. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, si c'est important avant l'âge de 15 ans, à 10, 11, 12 ans, de déjà comprendre l'analyse fondamentale, ce que c'est un PEA. Dites-le moi dans les commentaires, je suis très curieux de voir votre avis. Mais passé 15 ans, c'est important, je pense, d'avoir les compétences techniques, puisque tu n'es qu'à 3 ans de la majorité. Et une fois atteint la majorité, si tu possèdes le bagage technique, eh bien tu peux vraiment faire un carton, tu vas aller beaucoup plus vite que les autres, tu sauras déjà ce que c'est un ETF, un PEA, une action individuelle, un compte titre ordinaire, tu pourras déjà commencer à investir les petites économies que tu as de côté, hein. Personnellement, à 18 ans, j'avais peut-être 2000, 3000 euros de côté, hein, issus voilà, de l'épargne, hein. Je faisais des matchs de tennis, j'étais payé pour ça. Donc voilà, si j'avais eu les ressources, eh bien, je pense qu'à 18 ans, au lieu de claquer cet argent en boîte de nuit, je l'aurais mis sur un ETF et ça m'aurait permis de gagner un temps monstrueux. Mais le fait est que à mon époque, je parle comme un vieux, hein, en 2012, hein, quand j'avais 15 ans, il n'y avait pas de ressources disponibles sur Internet, que ce soit des chaînes YouTube ou des livres traitant de ce sujet. On était vraiment très restreint, il n'y avait rien du tout. Il me semble qu'il y avait juste un seul forum qui s'appelait Devenir rentier, mais c'était compliqué, il y avait vraiment il y avait beaucoup trop de postes, c'était pas organisé et finalement j'avais zappé le truc et j'avais attendu l'âge de mes 21 ans pour commencer à investir. Mais aujourd'hui, on a toutes les ressources à disposition et il y a 3 livres que je vais vous conseiller.
Le premier, c'est la bourse pour les nuls. La bourse pour les nuls est disponible sur Amazon, ça a été écrit par Gérard Orny et ça traite absolument tous les aspects de la bourse. Alors ça rentre pas trop dans le détail de l'analyse fondamentale, ou du moins les petites parties dédiées à l'analyse fondamentale sont assez vagues, plus vraiment à l'ordre du jour, mais ça permet de comprendre ce que sont les marchés financiers, comment fonctionne la bourse, quel est l'objectif de tout ça, quelles sont les différentes stratégies qu'on peut mettre en place à long terme. Il me semble aussi qu'il y a un petit passage sur les intérêts composés et ça donne vraiment une idée générale de ce qu'est la bourse et ce qu'on peut faire avec. Et le deuxième livre qui va beaucoup plus dans le détail, c'est Millionnaire avec la stratégie du paresseux. C'est un livre qui est consacré à 100% sur l'investissement passif via les ETF. Donc il explique ce qu'est un ETF, les différentes stratégies qu'on peut mettre en place, les ETF qui performent le mieux depuis 30 ans, 40 ans. Et ouais, c'est un petit livre qui est vraiment sympa, qui est agréable à lire, qui est pas trop long et qui peut donner un solide bagage technique sur l'investissement dans les ETF. Donc vous n'avez pas besoin d'acheter une formation à 2000 balles sur les ETF. Tout est écrit dans ce livre. Et le troisième livre, c'est l'investisseur minimaliste que j'ai écrit de mes propres mains pendant 2 ans. C'était un exercice hyper sympa à faire. J'ai trop kiffé écrire ce livre. Donc c'est pas un guide d'investissement rectiligne où on se fait chier. Oui, investis sur un PEA, un ETF, garde pendant 45 ans et tu verras que tu seras millionnaire à 75 ans. Non, c'est pas l'objectif. Alors on parle d'investissement, effectivement. On parle de gestion de budget. Mais on évoque aussi d'autres facettes de l'enrichissement, comme le choix du partenaire de vie, l'alimentation, l'importance d'avoir un travail qui nous plaît pour durer dans le temps, comment limiter ses possessions pour augmenter sa capacité d'épargne, sa capacité d'investissement. Il y a plein de facettes liées à l'enrichissement qui sont développées dans ce livre et ça permet vraiment de donner une roadmap aux personnes qui le liront. Donc j'ai essayé de rendre le livre captivant avec des petites histoires, du storytelling, quelques petites blagues. Et les retours que j'ai eus sont très positifs. Donc si ça vous intéresse, vous avez le lien dans la description. Et la deuxième chose que j'aurais fait si je devais redémarrer de zéro, ce serait de démarrer une activité sur Internet. Donc ça aurait été une chaîne YouTube sur le tennis où j'aurais partagé des vidéos techniques, comment améliorer son coup droit, son revers, son smash, comment gérer la pression sur des matchs importants. Plein de contenus comme ça qui auraient permis aux gens de progresser au tennis et ça aurait découlé vers la vente de formations. Pourquoi est-ce que développer une activité sur Internet, c'est important? Au-delà de l'aspect financier, de gagner plein d'argent, le but en fait, c'est de développer ses compétences. Donc les compétences, elles sont multiples, hein. Il y a énormément de choses qu'on développe quand on est sur Internet. La première, c'est la création de contenu. C'est-à-dire que tu vas pas créer n'importe quel contenu, il faut vraiment essayer d'accrocher l'audience, de créer du contenu adapté à l'audience. Donc voilà, on peut faire des petits sondages pour voir quelles vidéos plaisent le plus. Et c'est vraiment quelque chose de très intéressant parce que quand on commence sur YouTube, si on fait 10 vues, c'est vraiment le bout du monde, quoi. On apprend aussi à faire du montage vidéo, comment dynamiser une vidéo, qu'elle soit attractive, qu'elle captive l'audience. Donc c'est vraiment tout un art et c'est quelque chose qu'on développe à force de faire des vidéos tout simplement. C'est-à-dire que ta première vidéo va être merdique, ta deuxième vidéo va être moins merdique et au bout de la 100e, 150e vidéo, eh bien, tu vas vraiment commencer à être performant. Troisième chose, la vente. Et c'est quelque chose d'extrêmement difficile sur Internet parce que tu es en concurrence, parce que les gens ne te voient pas. Donc, il faut réussir dans des pages de vente, par exemple, à faire passer le bon message pour que les gens aient envie d'acheter. Donc il y a plusieurs stratégies pour ça. Il faut utiliser les bons mots, de l'empathie et vraiment donner envie aux gens d'acheter ton produit. Et encore une fois, ce sont des compétences transposables dans la vraie vie. Si par exemple tu veux bosser dans le commerce, eh bien avoir ces compétences te permettront de vendre beaucoup plus et d'accroître tes commissions de vente. Et tu seras le commercial le plus recherché de France. Et la quatrième chose que tu développes en démarrant une activité sur Internet, c'est la création d'entreprise. C'est-à-dire qu'avec YouTube, tu vas commencer à générer des revenus publicitaires une fois que tu as atteint les 1000 abonnés et si tu actives la monétisation. Pareil, si tu vends des formations, tu vas faire du chiffre d'affaires. Donc, c'est important d'avoir la structure juridique adaptée.
La première que tout le monde utilise, c'est le statut micro-entrepreneur, mais une fois qu'on commence vraiment à dépasser un certain chiffre d'affaires, ce statut n'est pas forcément intéressant parce que tu ne peux pas déduire tes frais professionnels. Donc tu vas commencer à regarder, solliciter des experts comptables et tu vas peut-être finir dans une SASU ou dans une IRL comme moi je l'ai aujourd'hui avec le tennis et Internet. Donc ce sont des compétences qui sont monnayables dans la vie professionnelle et si tu arrives à en vivre, ça permet quelque chose de très important, c'est de gagner de l'argent même quand tu ne travailles pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ma chaîne YouTube me rapporte un tout petit peu d'argent, mes formations également avec l'affiliation. Mais ce qui est intéressant, c'est que je n'ai pas besoin de sortir de chez moi, de passer la porte, de démarrer ma Dacia à Sandero pourri pour aller bosser. C'est-à-dire que j'ai des petites rentrées d'argent sans avoir besoin de travailler. Et c'est quelque chose qui change totalement ta vision de l'argent parce qu'on nous a appris que une heure travaillée est égale à 10 euros, à 15 euros, à 20 euros. Sur Internet, c'est totalement différent. C'est-à-dire qu'une vidéo, une fois qu'elle est faite, peut te ramener 100 euros, 200 euros, 300 euros. Hein, c'est le cas de certaines vidéos que j'ai sorties. Un programme d'affiliation peut également te rapporter de l'argent en automatique sans que tu n'aies besoin d'apporter ton facteur travail à l'équation. Et ça permet de faire décoller ses revenus, chose qui est plutôt difficile à faire quand on est dans le salariat classique. La troisième chose que je ferais si je devais recommencer de zéro, c'est de commencer à investir à l'âge de 18 ans. Alors, pour être honnête avec vous, je suis proche de ça, c'est-à-dire que j'ai commencé à 20 ans avec les assurances vie sur Alta Profit, donc j'avais déjà un peu ce mindset d'investisseur, mais bon, 2 ans, 3 ans d'horizon de temps en plus, c'est toujours bon à prendre. Mais pour les personnes, pour les jeunes qui m'écoutent, effectivement, commencer dès 18 ans, même avec de petits montants, c'est très important, et le faire en mode capitalisation. Pourquoi? Parce que quand on a 18 ans, on n'a pas une grosse capacité d'épargne et donc d'investissement. Donc c'est très important de se concentrer sur une seule et même chose. Et ce que je recommande, c'est de faire un DCA sur un seul ETF. Alors moi j'aime bien le S&P 500 parce que c'est celui qui a la meilleure performance à long terme. Toutes les études le montrent. Mais on a des personnes voilà, qui auront une sensibilité différente, qui seront plus axées sur le MSCI World, beaucoup plus diversifié géographiquement. Pour les plus patriotes d'entre vous, ça sera sur le CAC 40, même si voilà, c'est pas le meilleur indice du monde, mais c'est un indice qui est quand même performant sur le long terme. Il me semble que la performance elle est à 8% par an depuis sa création. Et continuer les versements jusqu'à atteindre les 50 000 euros. Pourquoi est-ce que j'ai pris 50 000 euros? Parce que c'est un montant qui est beaucoup plus accessible. On parle souvent des 100 000 euros, voilà, que c'est le plus difficile, 100 000 euros, ensuite tu traces vers les 1 million. Mais c'est assez décourageant parce que 100 000 euros, c'est tout de suite une grosse somme d'argent, alors que 50 000, quand on y réfléchit, c'est beaucoup plus accessible pour les jeunes. En restant chez ses parents avec un petit travail étudiant ou avec une petite activité internet, on peut vite arriver à ces 50 000 euros. Et admettons que vous réussissiez à atteindre ces 50 000 euros à l'âge de 21, 22, 23 ans, eh bien ça vous laisse toujours 40 ans devant vous avant la retraite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la retraite, elle est fixée à 62 ans. Je pense que on sera à 67, voire même 70 sur un horizon de 30-40 ans. Donc avec un capital de 50 000 euros à l'âge de 22, 23, 24, même 25 ans, eh bien ça te laisse toujours 40 ans devant toi pour préparer ta retraite. Et avec tous ces paramètres, on arrive à un capital de 3 250 000 euros, ce qui permet très largement de subvenir à ses besoins et même de vivre dans l'abondance. En appliquant la règle des 4% de 3 millions sur 3 250 000 euros, on arrive sur des montants assez importants. C'est-à-dire que hors inflation, je fais juste le petit calcul sur mon téléphone, on arrive avec une rente de 130 000 euros par an. Ça fait 10 000 euros par mois de rente grâce à l'ETF logé au sein du PEA. Et je vais vous montrer ce que j'ai fait personnellement à mes débuts, quand j'avais 21 ans. J'ai investi principalement, enfin j'ai même tout investi, tout ce que j'avais gagné et durement épargné grâce à mes stages et aux compétitions de tennis et les matchs auxquels j'étais payé, eh bien j'avais tout investi sur l'assurance vie Alta Profit sur 2 fonds en euros. Donc on peut voir aujourd'hui que le solde il est à 273 euros, mais parce que j'ai fait des rachats, c'est-à-dire que j'ai racheté 3000 euros. Et ces 3000 euros donc, que j'avais durement épargné, j'avais tout mis sur ce contrat d'assurance vie et il m'avait rien rapporté du tout. Il me semble que c'était 2% sur 3 ans, c'était vraiment des clopinettes. Donc l'ETF S&P 500 aurait été une meilleure option.
Donc une fois que j'avais compris que l'assurance vie n'était pas forcément la meilleure enveloppe pour investir, je me suis dit, allez, on va sur le PEA et on va jouer à l'investisseur incroyable, on va jouer à l'investisseur intelligent de Benjamin Graham. Sauf qu'en fait, le problème, c'est que j'avais trop de lignes, trop d'entreprises en portefeuille. Donc avec des versements mensuels de 500 euros, je me retrouvais à renforcer à hauteur de 45 euros chaque action et ça a fait exploser les frais de transaction et donc ma performance à long terme. Et je me suis aperçu qu'au bout de 5 ans, eh bien, cette stratégie n'était pas forcément payante et qu'un ETF suffisait largement. Donc j'ai opéré un arbitrage de masse. Et aujourd'hui, hein, j'ai uniquement un ETF S&P 500 et 5 actions exceptionnelles qui surperforment cet indice. Donc je pense à LVMH, à L'Oréal, à Novo Nordisk, à Ferrari. Et ouais, c'est des actions qui valent le coup d'être investies dessus et qui valent le risque spécifique. Quatrième chose que je ferais si je devais recommencer de zéro, ce serait de me concentrer sur un seul pilier. Et c'est extrêmement difficile de faire ça parce que nous, êtres humains, on a tendance en fait à vouloir être au four et au moulin. C'est la nature humaine, on aime bien maîtriser plusieurs savoir-faire. Dans des temps reculés, c'était important d'avoir plusieurs compétences, de savoir chasser, de savoir semer des graines pour ensuite cultiver des légumes, savoir aussi construire des murs pour se protéger des envahisseurs. Et c'est tout à fait normal, on a évolué pour avoir plusieurs compétences. Mais en investissement, c'est tout le contraire qu'il faut faire, du moins quand on commence, parce qu'on n'a pas beaucoup de moyens. Et ne pas diluer tous ces efforts d'investissement, c'est extrêmement important parce que ça permet de générer des résultats impressionnants sur le long terme. Et on peut prendre un autre exemple, celui du sport. Si on veut vraiment être performant dans un sport, il faut s'y consacrer à 100%. C'est-à-dire que si tu veux être bon au foot, il n'y a pas le choix. Il va falloir que tu t'entraînes 4 à 5 fois par semaine, que tu fasses de l'endurance, du renforcement musculaire, les matchs le week-end. Pareil pour le tennis, hein. Je pense que je suis bien placé pour en parler, mais pour maîtriser ce sport, c'est une galère pas possible. Au début, tu vas faire que des airshots, tu vas prendre ta raquette en mode poil à frire et tu vas faire des coups droits, tout va sortir, tu vas te faire labiner par d'autres personnes qui jouent depuis plus longtemps que toi, mais pour vraiment progresser, pareil que le foot, il faut s'entraîner 3, 4, 5 fois par semaine, prendre des leçons individuelles, s'entraîner physiquement, bien manger, faire des compétitions aussi, hein, de l'ordre 15-20 compétitions par an. Et le fait de se concentrer sur une seule pratique, ça te permet de progresser. Pour avoir mon niveau actuel de tennis, hein, qui n'est pas non plus le niveau, voilà, je suis pas Djokovic, hein, mais je pense avoir un bon niveau, très bon niveau amateur, hein. Je joue entre 2,6 et 4,6 pour ceux qui connaissent, mais voilà, c'est parce que je me suis concentré sur une seule chose, et dès l'âge de 10 ans, eh bien, j'ai fait que du tennis, tout simplement. Je faisais mes 6 entraînements par semaine, 20 compétitions par an en France et à l'international, et ça m'a permis de progresser substantiellement. Et en investissement, se consacrer uniquement au PEA à ses débuts, c'est très intelligent parce que ça permet déjà d'investir dans une enveloppe avantageuse sur le plan fiscal. C'est-à-dire que tu vas payer uniquement les prélèvements sociaux au bout de 5 ans de détention. Tu vas être investi sur la même ligne, sur un ETF S&P 500 qui est moins volatile que certaines actions individuelles, donc ça va te permettre de maîtriser la volatilité des marchés, donc les mouvements de baisse, et d'avoir une position importante sur l'ETF dont on a parlé avant. Donc comme on dirait en anglais, focus is key. Et un exemple intéressant que j'ai trouvé sur Instagram, alors le créateur de ce post, je pense pas qu'il voulait être malhonnête, au contraire, hein, c'est du contenu de qualité qu'il propose, mais ça peut induire beaucoup de personnes en erreur et surtout beaucoup de débutants. C'est-à-dire qu'il nous dit quoi? Oui, la pyramide du millionnaire, c'est composé de l'immobilier, d'ETF, d'actions, d'obligations, d'or, de cash, forex, start-up, crypto, collect, ça doit être des NFT. Mais un débutant, quand il voit un post comme ça, il se dit, ah oui, bah, pour devenir millionnaire, eh bien, mes 1000 euros, mes 10 000 euros que j'ai réussi à épargner, je vais les répartir dans tous ces piliers. C'est-à-dire qu'il va mettre 500 euros sur un NFT, 500 euros sur un Bitcoin. Donc, start-up, bon, avec 10 000 euros, c'est quand même compliqué, mais il va peut-être faire 500 euros d'obligations, 1200 euros d'or, 2000 euros d'ETF, 1000 euros d'actions.
un peu d'immobilier papier via les SCPI à hauteur de 3 000 euros. Il va diluer sa capacité d'épargne au maximum et 20 ans après, il aura tellement dilué ses investissements qu'il n'aura pas eu de résultats exceptionnels. Et cette diversification, elle est possible, mais uniquement quand on a atteint un certain niveau de patrimoine, 1 million, 2 millions, 3 millions. C'est à ces niveaux qu'on commence à parler de diversification. Et certainement pas quand on a 1000, 10 000, 100, même 100 000 euros en fait. 100 000 euros, c'est pas un capital énorme. Et je pense que jusqu'à 500 000 euros, ça sert absolument à rien de diversifier. Il faut rester sur le même pilier d'investissement, peu importe celui que vous choisissez. Et c'est un piège dans lequel je suis tombé à force de consulter ce type de contenu. Je me suis dit, oui, bon, là j'ai 40 000 euros en actions, il est temps de diversifier. Je vais me lancer sur le pilier de la start-up. Je vais développer un magasin physique pour pouvoir gagner de l'argent, même quand je n'y suis pas, et ça va me permettre d'investir plus. Sauf qu'en fait, non, le projet a complètement foiré. C'était vraiment un gros échec. On n'a pas eu la fréquentation qu'on espérait. Plein de problèmes de personnel, un loyer beaucoup trop élevé et ça se soldait par une perte de 45 000 euros. Donc j'ai pas perdu tout mon capital boursier, j'ai perdu l'apport de 35 000 euros plus encore 10 000 euros supplémentaires au titre de la caution bancaire. Et c'est une perte importante aujourd'hui parce que mon capital en bourse s'élève à 50 000 euros, mais qui ne l'aurait pas été si j'avais poussé vraiment au bout, si je m'étais concentré sur un seul actif, que j'avais un portefeuille de 500 000 euros d'actions ou d'ETF, ça aurait été une perte vraiment très minime et j'aurais pu rebondir beaucoup plus rapidement. Alors je vous rassure, je suis pas non plus à la rue, j'ai pas dû vendre mes actions et heureusement, mais avec une somme comme ça, aujourd'hui, j'aurais très largement plus de 120 000 euros en bourse. Cinquième chose que je changerais si je devais recommencer de zéro, ce serait au niveau de la stratégie des dividendes. Je le ferai après avoir constitué un capital important sur le PEA. On le rappelle, avec 50 000 voire même 100 000 euros investis sur 40 ans, ça permet d'avoir un capital de plusieurs millions d'euros et ne plus avoir à se soucier de sa retraite. Et les dividendes, pour moi, c'est dans un horizon moyen terme. C'est-à-dire une fois que tu as sécurisé ta retraite, eh bien tu commences à te dire, oui, bah, maintenant j'aimerais mieux vivre au quotidien en percevant des dividendes. Donc c'est un objectif qui est beaucoup plus axé sur le moyen terme. Mais parmi ces actions à dividendes, il faut vraiment faire attention puisqu'on a beaucoup de pièges à dividendes, des entreprises qui versent un gros dividende. C'est pas ce que je recommande honnêtement parce que c'est des profils risqués. Avec un taux de distribution élevé, certains avoisinent les 90%, et à moyen terme, eh bien, tu risques d'avoir beaucoup de coupures de dividendes. Donc dans le cadre de cette stratégie à dividendes, c'est important de choisir les meilleures actions à dividendes, les plus stables, avec des taux de distribution faibles et des augmentations conséquentes. Et le piège dans cette stratégie à dividendes, c'est tout ce qui est actions aristocrates, des entreprises qui augmentent leurs dividendes depuis plus de 25 ans. Alors certaines sont vraiment très bonnes dans la capture écran de Instagram, mais la plupart des actions populaires comme Coca-Cola, Procter & Gamble, McDonald's, Target aussi, Target Corporation ou Realty Income, eh bien effectivement elles versent des dividendes intéressants. On peut générer une rente sympa, mais la performance est très nettement en dessous du S&P 500. Donc pour moi, ça n'a aucun intérêt d'aller là-dessus si c'est pour avoir une performance inférieure aux indices boursiers. D'autant plus que tu dois obligatoirement les acheter dans le compte extraordinaire. La fiscalité n'est pas la même. On est taxé à chaque fois qu'on reçoit un dividende. Et pour les temps de recherche et pour le risque qu'on prend à investir sur des actions individuelles, autant rester sur des ETF. Donc les actions à dividendes, pour moi, et dites-moi ce que vous en pensez, eh bien, ça doit être uniquement sur des entreprises qui ont des fondamentaux exceptionnels, comme Visa. Vous voyez, Visa, sur Snowball Analytics, l'outil que j'utilise pour traquer mes dividendes et repérer les meilleures actions à dividendes, eh bien, elle a une note de 97 sur 100. 97%, pourquoi? Parce qu'elle a des marges très élevées, un endettement très faible, un taux de distribution très faible, une augmentation du dividende conséquente, c'est-à-dire que sur 5 ans, on est sur une augmentation moyenne de 15% environ. Donc c'est des entreprises sur lesquelles en fait on va gagner sur les deux tableaux. On va gagner grâce aux dividendes qui augmentent considérablement d'année en année, mais aussi sur l'appréciation du capital. Parce que ce sont des boîtes qui augmentent leur chiffre d'affaires, leurs bénéfices, leurs capitaux propres d'année en année.
Ce qui n'est pas le cas de boîtes comme Procter & Gamble, Johnson & Johnson. Vous regardez un peu les états financiers de ces aristocrates, on est flat hein, sur le long terme. Hein. J'ai pas vu d'augmentation de Procter & Gamble ou Johnson & Johnson, si ce n'est de 1 ou 2%. Et enfin, la sixième chose que je ferais différemment si je repartais de zéro, ce serait de filtrer les sources d'information. Alors j'ai rajouté cette slide parce que c'est un point extrêmement important quand on consulte de l'information financière sur Internet. C'est-à-dire que je recommande de consulter 2 chaînes YouTube maximum, ou 2 blogs, ou 2 podcasts, peu importe. Pourquoi? Parce que plus tu consultes de chaînes d'information, et plus tu vas être dans la confusion. C'est-à-dire que tu vas regarder une chaîne YouTube qui te dit de faire du swing trading, une deuxième qui va te parler d'actions à dividendes à haut rendement, une troisième qui va te dire que les aristocrates, c'est les meilleures actions à mettre en portefeuille, une quatrième qui va te dire de faire du value investing, une cinquième des small cap, et ça va provoquer un espèce de flou artistique dans ta tête. Donc 2 chaînes YouTube maximum, et on peut voir que sur Internet, hein, maintenant dans le domaine de la finance et de l'investissement boursier, on a énormément de contenu. C'est-à-dire que là, vous voyez, on a la première chaîne, Mathieu Louvet, on a Finari, Kay Finance, Grand Angle, là Jeune et Active, un peu moins connu. Bon là ça n'a rien à faire, là c'est un documentaire sur Wall Street. On a aussi Margot, Investir son temps. Donc je dis pas que ce sont des mauvaises chaînes, mais simplement sélectionnez bien les sources d'informations pour ne pas être dans la confusion. Et d'ailleurs parmi les personnes qui consultent et qui mettent des commentaires sur ma chaîne, hein, je vous remercie, hein, franchement c'est super cool, j'adore avoir des commentaires. Eh bien j'en ai retrouvé certains sur 3, 4, 5, voire même 10 autres chaînes YouTube sur la finance. Donc faites vraiment attention, filtrez l'information, et ça vous permettra de faire les meilleurs choix d'investissement et de ne pas changer de stratégie à chaque fois. Pour terminer, je vais vous montrer les 2 chaînes YouTube que je regarde à titre personnel. Je suis pas le genre de mec à dire ouais moi je sais tout, mieux que tout le monde, regardez ma chaîne. Je m'inspire aussi, j'écoute du contenu d'autres personnes parce qu'elles m'apprennent des choses que je ne connais pas tout simplement. J'essaie toujours d'apprendre de nouvelles choses, et les 2 chaînes YouTube que je consulte personnellement et régulièrement, eh bien la première c'est sur la Red Pill. Et pour vous donner une définition de la Red Pill, donc la pilule rouge, selon Wikipédia, et la pilule bleue sont des concepts issus du film Matrix. Ils font référence à un choix entre la volonté d'apprendre une vérité potentiellement dérangeante ou qui peut changer la vie en prenant la pilule rouge, et celle de rester dans une ignorance satisfaisante en prenant la pilule bleue. Donc c'est du contenu un peu provocateur qui remet en question notre formatage du système scolaire et de la société en règle générale. Donc parle de relations hommes-femmes, d'économie, de sociologie. C'est vraiment du contenu qui permet de se challenger intellectuellement et de remettre en question certaines vérités établies. Et le youtubeur que je suis, c'est l'Observateur. Dites-le moi si vous le connaissez, mettez-le moi dans les commentaires. Je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui sont sur son Patreon, hein, je me suis déjà amusé à regarder, il y a des pseudos qui me sont familiers, mais dites-le moi dans les commentaires si vous le connaissez. En tout cas, c'est du contenu vraiment de qualité, qui est vraiment, qui est parfois un peu choquant, surtout quand on n'a pas l'habitude d'entendre ce genre de choses, mais c'est très bien argumenté, c'est très bien structuré, on apprend énormément de choses dans les podcasts. Et il y avait une vidéo qui m'a vraiment plu, c'était sur le libéralisme. Il y avait 2 épisodes sur le libéralisme, donc il expliquait ce qu'était le libéralisme, pourquoi est-ce que ça permet de créer de la richesse. Il nous parle aussi de Karl Marx dans cette même vidéo. Donc c'est du contenu qui est vraiment très challengeant sur le plan intellectuel, et ça permet de s'élever un peu au-dessus des masses, au-dessus de la médiocrité ambiante qu'on a en France. Dites-le moi dans les commentaires si vous le connaissez. Et le deuxième créateur de contenu que j'écoute sur la thématique de la bourse cette fois-ci, c'est Top Invest. Il me semble qu'il s'appelle Thierry. Je connais pas, on s'est jamais parlé, j'ai jamais commenté ses vidéos, mais peut-être qu'il va tomber sur cette vidéo. En tout cas, sache que j'adore le contenu, les analyses financières sont vraiment de qualité et ça permet de progresser continuellement au niveau de la bourse. Et voilà, on a terminé avec cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires ce que vous changeriez si vous deviez recommencer de zéro.
Et pour celles et ceux qui veulent se former en bourse sérieusement, vous avez un lien dans la description qui vous permet d'accéder à 3 vidéos de formation qui sont envoyées sur 3 jours. Donc ça permet d'apprendre les bases de la bourse, qu'est-ce qu'un PEA, un CTO, comment fonctionnent les marchés financiers. Ça vous donnera une très bonne vue d'ensemble sur l'investissement en bourse. Et sinon, bonne journée, bonne soirée et à très bientôt pour de nouvelles aventures financières. Ciao ciao les investisseurs!